Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin. Mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, on continue notre ascension avec Yanis Benganem, Account Executive chez Tableau. Yanis est issu d'un métissage incroyable, un mix de France, de Vietnam et d'Algérie. Il a grandi en région parisienne à Choisy-le-Roi. À l'école, il est dans son élément. Après une classe prépa ECE, il intègre une école de commerce. Il se spécialise dans la vente et démarre sa carrière commerciale en 2015 chez HP. Il enchaîne avec Oracle avant de rejoindre Tableau, qui fait partie du groupe Salesforce, où il évolue depuis 3 ans. Yanis est d'une bienveillance inspirante et apaisante. Il nous parle de son super pouvoir de caméléon dont il puise la force dans ses identités multiples, de sa passion pour le sport et de l'importance du voyage pour ouvrir son esprit et partir à la découverte de l'autre. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Yanis. Écoute, très heureux d'être ici avec toi. Donc moi je viens de Choisy-le-Roi, une petite ville dans le Val-de-Marne, entre Orly et Vitry-sur-Seine. J'ai grandi là-bas pendant jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à la classe prépa, pour après prendre mon envol et partir donc à Grenoble, l'école dans laquelle on a tous les deux étudié. Et donc voilà, c'est l'histoire en tout cas qu'on va raconter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter d'où viennent tes parents et comment est-ce qu'ils sont arrivés en France? Yes, avec plaisir. Écoute, moi on va dire je suis issu d'un milieu multiculturel parce que mon père du coup est d'origine algérienne, donc il est né en France de parents algériens qui sont arrivés du coup lors de la première vague ou la deuxième vague d'immigration. Donc mon père est né à Paris, mais à l'âge de 15-16 ans, il est parti en Algérie pour y passer son bac, pour après revenir juste après le bac du coup en France. Et du côté de ma mère, donc ma mère elle est née évidemment française, mais à Djibouti, donc la petite corne de l'Afrique de l'Est, si ça vous parle, qui était évidemment française à l'époque. Et donc elle est née de parents donc bretons, une mère bretonne et un père vietnamien du coup qui avait immigré aussi du Vietnam pour s'installer à Djibouti. Donc à partir de ses 10-11 ans, elle est rentrée donc du coup en Bretagne et ça a été un choc pour elle. Et c'est un peu sur ça que je me suis construit, on va dire, dans un environnement entre l'Algérie, la France et le Vietnam. Hyper original, c'est incroyable comme mélange, c'est inédit. Comment ça s'est passé pour tes parents, l'installation en France? Donc ton papa a fait ses études, puis il est revenu? Et il est revenu du coup pour bosser en France dans un café, le café avec ses frères. Et c'est donc réinstallé à Choisy-le-Roi. Ma mère y vivait aussi. Elle était du coup parce qu'elle est à la retraite aujourd'hui, adjointe administrative. Donc pour elle, la rédaction, l'orthographe, c'était des choses qui étaient très importantes. Et puis je pense qu'on va en reparler, mais c'est ce qui m'a aussi qui a fondé entre guillemets mon enfance. Et du coup ils se sont rencontrés donc en France à Choisy-le-Roi il y a une 30aine d'années avant du coup que je naisse. Pour redire un peu quelques mots sur ta maman, pour resituer et comprendre un peu son évolution à elle. Quand elle est quand elle est arrivée en Bretagne, comment ça s'est passé de la Bretagne jusqu'à son arrivée à Choisy-le-Roi? En fait, elle est arrivée en Bretagne parce que sa mère du coup était d'origine bretonne dans un petit village une petite ville qui s'appelle Paimpol. C'était vraiment les Bretons quoi, tu vois, les blonds aux yeux bleus. Et quand ma mère est arrivée d'Afrique, forcément, tu vois, il y a eu un choc, on va dire, de culture.
elle était déjà un peu plus bronzée que la norme entre guillemets, tu vois, de l'époque là-bas. Donc pour elle, ça a été un choc, ouais, culturel, social. Elle a subi évidemment beaucoup de moqueries, mais en même temps, ça l'a forgé et ça lui a permis de se construire elle-même. Et c'est aussi des valeurs qu'elle m'a transmises, tu vois, d'être fière de soi, d'être d'avoir des objectifs justement de vie. Et donc son arrivée à Paris pour bosser, elle avait trouvé un job du coup dans l'administration publique. Elle s'occupait aussi de ma grand-mère, donc de sa mère. Et donc elle a travaillé, donc elle a dédié plus de 40 ans à son métier du coup d'adjointe administrative, à rédiger des lettres, prendre des rendez-vous, s'occuper justement d'aider entre guillemets les différentes personnes au sein de l'administration publique. Donc rédiger des lettres, elle sait le faire. Prendre des rendez-vous, elle sait bien le faire aussi. C'était un peu la petite main, on va dire, des différents collaborateurs. Mais elle a toujours été très appréciée, en tout cas par ses chefs. Il y a pas longtemps, j'étais à son pot de départ, du coup, à la retraite. Elle a eu vraiment des mots très touchants et ça montre vraiment son parcours fait d'amour, de sérieux, et surtout de calme, et aussi aussi d'ambition, quoi. Quel a été le rôle de ta famille pendant tes études? Yes, waouh. Bah, moi, je leur dois tout, hein, honnêtement. C'est eux qui m'ont mis sur le bon rail, c'est eux qui m'ont inculqué des valeurs de travail, de respect, du corps enseignant, professoral, même de respect tout court, hein. C'est eux qui m'ont poussé à faire le plus d'études possible, mais aussi surtout à choisir mon orientation. Finalement, c'est eux qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont dit il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te plaise et qui va te permettre de t'épanouir. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Moi, je leur dois tout, hein, d'un point de vue scolaire, mais au niveau de ma personnalité. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus, mais et ça, je pense que ça peut te faire rire aussi. Mais en gros, voilà, tout à l'heure je disais que ma mère, son truc c'était l'orthographe, le fait la rédaction. Alors même si d'un point de vue calligraphie, je suis pas très bon, hein. J'ai pas une belle écriture, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que d'un point de vue conjugaison, orthographe, etc., il fallait être carré, quoi. Donc j'ai le souvenir de dicter du coup avec ma mère, tu vois, le week-end où il fallait que j'ai 10 sur 10. Si j'avais pas 10 sur 10 à l'école, on reprenait la dictée à la maison. Et avec ma mère, c'était plutôt doux, tu vois, elle était plutôt cool, sympa, et c'est elle qui avait l'habitude de me faire les dictées. Et la seule fois où du coup mon père a décidé de me la faire, ça s'est tourné en fiasco terrible, dans le sens où il me mettait tu vois, vraiment la pression sur la dictée. Et j'ai le souvenir, tu vois, d'avoir du mal à rédiger le dernier mot qui était le mot vaisselle, tu vois, je sais pas pourquoi. Et j'avais réussi tant bien que mal à écrire tout le mot, et il manquait que le E de la fin de vaisselle, tout simplement. Et mon père, il me lâchait pas, il me disait, c'est quoi la dernière lettre de vaisselle, vaisselle? Et puis, à la fin, j'ai fait toutes les lettres de l'alphabet pour lui donner la lettre E, et puis, on avait réussi. Mais tu vois, ça m'est resté. Et en fait, c'est une petite anecdote qui montre que, voilà, la précision, la concision, et surtout le fait, le travail était important, notamment pour survivre dans cette société. Ouais. Est-ce que tu avais des techniques pour t'améliorer en dictée? Ouais, alors bon, ma mère aussi, elle essayait de me faire lire, tu vois, beaucoup. Alors aujourd'hui, je lis presque plus du tout, quoi. C'est un peu mon talent d'Achille. C'est vrai que j'ai du mal à lire, mais elle me faisait lire, elle m'emmenait à la médiathèque de la ville. Le mercredi après-midi, on y allait, on allait lire des BD, des petits romans, tu vois, pour enfants ou pour jeunes ados. Et du coup, déjà là, ça me permettait de me plonger dans l'orthographe, dans la conjugaison, et surtout d'être carré par rapport à ça. Après, moi, ma technique, c'était vraiment de bien comprendre, en fait, tu vois, comment articuler les mots, articuler les phrases, et surtout apprendre, comme t'apprends une langue étrangère, l'espagnol, l'anglais, il y a des basiques qu'il faut maîtriser par cœur. Et donc moi, c'était la répétition, quoi. On répétait, tu vois, l'orthographe, la conjugaison des mots. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup parce que je rédige beaucoup que ce soit des emails, des courriers, même dans notre vie au quotidien, hein, quand il faut s'adresser du coup à telle ou telle personne, à son manager ou à des clients, il faut évidemment être capable de rédiger un bel email. Et aujourd'hui, moi, dès que je vois une faute, tu vois, dans un email, dans une lettre, ça saute aux yeux, quoi. Et tout de suite, ça renvoie en fait une image de sérieux ou pas de la personne avec qui tu échanges, ce qui est dommage, hein, parce que finalement, ça veut rien dire, mais ça montre aussi un peu la façon dont t'as apprivoisé du coup ces choses-là, l'orthographe. Avec tout ça, tu dirais que tu étais quel genre d'enfant?
Ouais, j'étais un enfant, alors jusqu'au collège, j'étais plutôt timide. En fait, j'étais aussi plus grand que les autres, tu vois. J'avais grandi très rapidement, donc un peu timide. Euh, Pas dans mon coin parce que j'avais des amis, on rigolait bien, on jouait au foot, on jouait à la PlayStation, etc. Mais ouais, j'étais quelqu'un d'assez sérieux, tu vois, à l'école, mais en même temps j'aimais bien rigoler en cours. Moi, j'allais aussi à l'école pour les récréations, pour rigoler avec mes amis, vraiment pour passer du bon temps. Et puis quand je rentrais à la maison, voilà, fallait réviser, fallait faire ses devoirs. Calme, carré, sérieux, mais aussi j'étais pas le premier de la classe, j'étais, tu vois, un peu le stéréotype, j'étais celui aussi qui assez aussi sociable de temps en temps avec ses amis pour bien rigoler, quoi. Mais c'est vrai que j'avais un cadre, en fait. Mes parents m'ont mis un cadre dès le départ, et c'est ce qui m'a permis, tu vois, d'éviter de penser à autre chose, tout simplement. C'était quoi le métier de tes rêves quand tu étais enfant? J'ai pensé à plein de choses. Alors, j'ai deux souvenirs. Le premier, c'était pompier. Je sais pas pourquoi. J'avais pensé à être pompier parce que je l'ai trouvé, tu vois, super héroïque. Leur façon de se présenter. Alors, j'ai pas vu beaucoup d'accidents ou d'interventions, mais en les voyant, tout le monde s'arrête pour les regarder en intervention, pour tu vois, ce côté aussi très entre guillemets macho, tu vois, ça faisait rêver dans le sens où on sentait qu'ils étaient présents, quoi. On sentait qu'ils étaient en intervention, il fallait leur laisser la voie libre. Bon, après je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi parce que j'avais fait c'est une sorte de petit stage comme ça quand on est jeune en caserne. Il fallait tu sais monter la planche là avec ses bras, et j'ai pas réussi, donc je me suis dit je serais incapable de monter par-dessus la planche, tu sais, en mode traction. Donc je me suis dit bon, tant pis, on verra autre chose. Il y avait ça. Moi aussi j'étais plutôt très très sportif, tu vois, grâce à mes parents, donc je me suis mis assez tôt au basket. Et du coup, en fait, évidemment, j'ai pensé être, tu vois, sportif professionnel. Bon, après, mon niveau m'a vite rattrapé, m'a vite remis à ma place. Il fallait que je continue dans les études, mais ça fait partie des rêves de gosse un peu que j'avais, quoi. Et puis finalement, alors je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'aime bien aider les gens, j'aime bien apporter, tu vois, être utile à la société. Donc je me suis dit, pourquoi pas être assistant social, tu vois, dans une asso ou dans le service public. Bon, après, j'ai choisi un autre cursus que je regrette pas, parce qu'on peut toujours évidemment apporter sa pierre à l'édifice d'une manière différente. Est-ce que d'ailleurs est-ce que tu t'es investi d'une autre manière? Ouais, alors avec des amis du coup d'enfance, parce que du coup c'est aussi une de mes grandes forces, c'est que j'ai gardé mes amis de la maternelle, de la primaire, du collège, du lycée près de moi, et on avait monté une association pour faire des maraudes, pour distribuer des repas dans Paris. Rassembler des vêtements et les distribuer. Après, c'est vrai que d'un point de vue organisationnel, quand on est jeune, c'est compliqué d'être assidu et de suivre la ligne directrice. Donc, puis après, chacun, dans le cadre de ses études, et a mené entre guillemets sa propre barque. Mais on avait vraiment envie d'apporter ça et de rendre un peu entre guillemets à la communauté ou à des personnes qui sont entre guillemets invisibles à nos yeux. Et à côté de nos études, à côté de notre sport qu'on faisait ensemble, on essayait de prendre le vendredi soir, on se retrouvait. Déjà c'était cool parce qu'on allait manger ensemble. Puis et après la maraude, après avoir distribué des choses que mes amis avaient préparées du coup l'après-midi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de garder un peu ce lien social, tu vois. À partir de quel moment t'as pris conscience de ta différence? Déjà, moi, je m'en suis rendu compte entre guillemets très très tôt, parce que tu vois, concrètement, quand j'allais du côté dans la famille du côté de mon père, c'était plutôt une tendance algérienne, enfin tu vois, avec ces racines là. Le lendemain, je pouvais aller avec ma mère, tu vois, dans tel ou tel quartier, retrouver tel ou tel cousin. Donc finalement, en fait, ça m'a permis d'avoir une capacité d'adaptation énorme, quoi, tu vois, presque comme un caméléon. Je me sens à l'aise vraiment dans n'importe quel environnement. Et ça, je l'ai appris très tôt, dans le sens où avec ma mère, on était parti en voyage au Vietnam quand j'avais 9-10 ans. Après, je suis parti avec mon père, avec mes parents en Algérie pour rencontrer la famille, etc. Il y a beaucoup de familles qui venaient aussi en France pour passer du temps et des vacances. Et puis la Bretagne, moi, j'y allais tous les étés, parce que j'ai encore ma grand-mère là-bas, et puis c'était vraiment l'endroit où j'allais m'éclater, j'allais passer beaucoup de bon temps, tu vois, l'été. Donc d'un point de vue social, ça m'a permis en fait de faire le lien, et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu mon positionnement par rapport aussi à mon environnement, mes amis, etc. C'est que je vais être capable de faire le lien avec
plusieurs environnements, que ce soit au travail, que ce soit dans le cadre perso, sportif. Je suis plutôt assez à l'aise, tu vois, socialement pour un peu briser les codes et surpasser des petites barrières que chacun d'entre nous se met, quoi, tu vois. On sait pas, on n'ose pas aller voir telle ou telle personne parce qu'on pense qu'on fait pas partie du même milieu, qu'on n'a pas forcément de lien, etc. Mais finalement, on est tous les mêmes, quoi. Aujourd'hui, tu travailles dans la tech. Comment t'as rencontré ce domaine et à partir de quel moment t'as su que tu voulais travailler dans la tech, les logiciels? Yes. Alors, en fait, je l'ai su de manière très tardive au contact de différents stages en école. Enfin, du coup, on est passé par la même école à GEM, à l'école de commerce de Grenoble, qui se disait déjà l'école de l'innovation. Il y avait des pôles un peu européens. Je pense à HP, les ordinateurs, etc., qui sont dans la région, et plein de sociétés un peu dans ce domaine-là. Donc en fait, finalement, ils nous ont quand même transmis pas mal d'insights, d'informations sur cet environnement-là. Et puis après, ça s'est fait vraiment très rapidement, dans le sens où en cherchant des stages de fil en aiguille, en échangeant avec les promotions d'au-dessus, tiens, il y a un stage qui se libère là-bas chez HP, Hewlett-Packard, ça te dit de postuler, je dis pourquoi pas, chercher un stage. En fait, on est un peu perdu, un peu livré à nous-mêmes. Et c'est un peu aussi la ligne directrice que je m'étais donnée. En fait, c'est qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire que je savais pas déjà quelle école rejoindre à l'époque de la prépa. Je savais pas quelle étude faire. Mais finalement, en fait, faut croire un peu en son destin. Faut être curieux. Essayer d'aller poser le maximum de questions et surtout ne pas se mettre de barrières. Du coup, la tech, ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aujourd'hui parce que c'est très innovant, ça va vite. Il y a des sociétés qui se créent du jour au lendemain, qui se développent en pleine balle, pleine croissance. Ça évolue beaucoup. Et donc, je m'en suis rendu compte vraiment très tard, entre guillemets, vraiment de deuxième année d'école de commerce, tu vois, quand t'as 22, 23 ans. Alors qu'à la base, j'aurais bien été RH, tu vois, dans l'agroalimentaire, par exemple. Mais finalement, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien. Par rapport à ton métier plus précisément, donc là t'es account manager, c'est ça? Ouais, Donc tu travailles en tant que commercial. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce métier? Yes. En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce métier-là, c'est qu'il est changeant et surtout, on va interagir avec un écosystème super large. Moi, ce que je déteste, c'est un peu la routine, tu vois, du quotidien. J'ai vraiment besoin, d'un jour à l'autre de changer d'environnement, de parler à tel ou tel client, puis après d'enchaîner de parler avec un autre, différents partenaires. Vraiment essayer d'avoir une routine qui est cassée grâce à la pluralité en fait des attentes sur ce métier-là. Donc aujourd'hui, je suis commercial, donc moi mon but principal, en tout cas pour ma société, c'est de développer le chiffre d'affaires et les marges en fait pour un portefeuille de clients donnés. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi qu'on est responsable en fait nous-mêmes de notre activité, de notre business. Donc évidemment, on va devoir rendre des comptes, mais surtout aussi ce côté aller à la chasse de nouvelles opportunités, rencontrer de nouveaux clients avec des contextes différents. Et surtout, moi, c'est aussi l'aspect un peu l'esprit sportif, c'est aller gagner, quoi. Tu vois, moi, j'aime beaucoup gagner, donc ouvrir de nouveaux contrats. C'est un peu mon objectif, et j'aime bien faire le parallèle avec le sport, qui a aussi marqué un peu ma jeunesse, où on a été, grâce à mon père, grâce à mes parents, on a toujours cherché entre guillemets l'excellence sportive, mais aussi l'excellence scolaire, tu vois. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours scolaire et sur les études et les principales étapes de ta formation qui t'ont mené à travailler dans ce domaine-là? Yes, avec plaisir, surtout que j'aime beaucoup cette partie-là. J'aime bien me remémorer cette époque-là parce que c'était vraiment l'époque où tu vois, on n'avait pas de problème, on allait à l'école, au sport, on rigolait avec les copains et c'était vraiment une belle époque. Loin des réseaux sociaux, etc. Mais en gros, bon, moi j'ai fait j'étais au collège donc à Choisy-le-Roi, un petit collège tranquille, où il y avait vraiment de la mixité, ça venait de toutes les communautés, tous les milieux sociaux. Nous, alors avec mes parents déjà, on vivait dans un petit appart ensemble jusqu'à mes 4-5 ans, puis après on a emménagé dans une petite maison à côté du collège. Mais il y avait vraiment tout le monde qui vivaient ensemble, quoi. Donc quand on allait au collège, on croisait tout type de personnes, d'environnements sociaux différents, etc. Et j'étais plutôt
bon élève, tu vois, donc top, tu vois, 3, 4, voilà, avec des bonnes notes, mais sans être un génie, sans être intelligent. En fait, je travaillais, quoi, parce que mes parents, ils me laissaient pas ne pas faire mes devoirs. Il fallait que je fasse ça pour après prendre du bon temps et faire autre chose, une activité. Donc au collège, lycée, ça a été vraiment des super années d'un point de vue scolaire. Mais la difficulté que j'avais, c'est que je savais pas du tout sur mon orientation, je savais pas du tout où aller, quoi. Tu vois, je savais que j'étais bon sans être excellent et mais sans en essayant peut-être de prétendre mieux que voilà, ce que tous les autres élèves allaient faire plus tard, tu vois. Donc moi j'ai une petite anecdote à te partager. Tout à l'heure on parlait du rôle des conseillers d'orientation par exemple, mais alors en fait si tu veux, moi en première terminale j'étais le deuxième de la classe, tu vois, d'un point de vue note moyenne générale. Le premier, donc c'était mon pote, son père il avait fait Sciences Po, il avait dit bah tu vas faire Sciences Po. Il a passé le concours, il l'a eu, tu vois, Sciences Po Paris, il savait très bien où est-ce qu'il allait, la voie elle était toute tracée. Donc moi je suis deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, etc. Ils avaient choisi d'aller faire une fac, j'ai fait du coup un bac ES, une fac, tu vois, Assas, la Sorbonne, quelque chose de prestigieux, sympa, mais dans l'environnement universitaire, faculté, tu vois. Et moi j'étais du coup on va dire le deuxième, et puis je regarde devant, je regarde un petit peu derrière, et puis je me dis mais moi je sais pas ce que je veux faire, Sciences Po, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Et je suis tombé sur internet ou au salon de l'étudiant, des trucs sur de la publicité sur la prépa, les classes préparatoires, etc. Donc je vais voir je sais pas ce que c'est, je vais voir la conseillère d'orientation. Je lui demande tiens, est-ce que vous pouvez me renseigner un peu là-dessus? Puis elle-même ne savait pas en fait à quoi ça correspondait. Puis elle m'a dit c'est vrai que c'est assez dur, faut avoir les reins solides, être carré, etc. Je dis ouais, ça peut me correspondre, il y a pas de souci. Il me dit moi je te conseille plutôt regarde, envisage le BTS sur 2 ans, tu valides un diplôme, t'as ton diplôme 2 ans après, puis après tu peux renchaîner sur une licence pro ou un truc, passerelle, etc. Je dis ouais, je veux bien, mais aujourd'hui ma question elle porte plutôt sur tu vois les débouchés autour de la classe prépa. Et donc je me suis rendu compte que en fait l'information on l'avait pas, quoi. C'est-à-dire que chez certains c'est peut-être naturel parce que leurs parents, les personnes qui sont autour d'elles vont entre guillemets leur donner les bonnes infos, mais moi venant tu vois entre guillemets de parents qui n'avaient pas fait spécialement d'études supérieures et ayant des amis qui pareil n'étaient pas trop là-dedans non plus, en fait on s'est rendu compte on n'avait pas à avoir l'information, elle était assez opaque. Et c'est ce qui peut aussi expliquer ce manque de représentation, tu vois, peut-être dans entre guillemets dans le supérieur, voilà. Donc j'ai choisi ma classe prépa donc à Marcelin Berthelot à Saint-Maur. On a passé 2 super années du coup avec une super classe et donc grâce au concours j'ai pu intégrer donc une grande école de commerce qui est celle de Grenoble, où pareil là-bas on s'est éclaté, on a passé de très très belles années, mais pareil j'y allais vraiment un peu la fleur au fusil sans vraiment savoir quel allait être tu vois mon avenir. Par exemple en prépa, le premier jour de la prépa j'ai ce souvenir là, tu vois, où là, notre prof principal à nous poser la question, tiens, quelles écoles, écrivez sur le papier quelle école est-ce que vous souhaitez intégrer. Et moi j'en connaissais aucune, et je voyais les gens les élèves autour de moi, ça va être l'EM Lyon, ESSEC, HEC, etc. Bon, je connaissais HEC parce que c'est connu, tu vois, c'est vu à la télé, puis tout le monde en parle. Mais j'étais incapable de sortir des noms d'écoles, tu vois. Vraiment, pour moi, c'était la continuité du lycée, puis on allait y aller comme ça, puis on allait travailler, quoi. C'est un petit peu long, mais c'est marrant ce que tu dis. Ouais, tu t'es laissé porter par le truc. En fait, ouais, j'ai l'impression que tu t'es pas vraiment posé la question. Ouais. Tu t'es dit, je continue sur la voie des études et je monte et puis on verra où ça mène. Alors je sais pas si c'était conscient comme ça, mais en tout cas, ça donne l'impression en fait que t'as juste suivi, en tout cas t'avais l'air d'être heureux dans le domaine scolaire académique, donc je pense qu'aussi ça t'a donné confiance dans la suite. Alors est-ce que on peut revenir sur pour revenir sur cet épisode que tu mentionnais avec la conseillère d'orientation / désorientation, moi j'aimerais savoir comment tu es ressortie de cet entretien. Qu'est-ce que t'as pensé sur le coup et dans quel état d'esprit t'en es sortie, en fait, et comment tu t'es renseignée pour
pour du coup atterrir à Marcellin Berthelot en prépa ECE? Yes, alors du coup j'étais un petit peu confus quoi. Tu vois, en sortant de cet entretien-là, je me suis rendu compte que c'est pas que j'avais perdu mon temps, mais finalement j'avais pas les réponses à mes questions. Et nous donc on parle il y a 10-15 ans quand même en arrière, où t'avais pas toute cette force là sur internet, toutes ces informations accessibles, etc. Même si évidemment ça existait, hein. Mais c'était moins l'usage. Donc tu vois, il fallait aller au salon de l'étudiant, il fallait alors soit tu connaissais en fait dans ton environnement des amis, les enfants d'amis de tes parents, etc. qui étaient passés par là, et dans ce cas-là tu pouvais leur parler. Soit t'allais faire le salon de l'étudiant, les portes ouvertes de tel ou tel lycée, telle ou telle fac, mais il fallait se déplacer, il fallait faire ça, enfin, il fallait vraiment prendre son courage à deux mains et puis y aller, quoi. Alors moi, j'étais plus confus qu'autre chose, tu vois, et puis je me suis dit, bah, tiens, puisque la conseillère d'orientation, slash des orientations, n'en sait pas plus que moi et surtout, veut m'orienter sur autre chose, quelque chose qui me plaît pas forcément, bah, je vais y aller, tiens, tu vois, je vais m'inscrire. Toujours un peu l'esprit compétition, sportif. Ah bon, moi je peux pas faire ça, on va le faire justement, tu vois, on va te montrer, on va essayer de prouver. C'est aussi ce côté-là, quoi, tu vois, bagarreur, alors dans le bon sens du terme, tu vois, ou accrocheur, et en fait on n'a pas le droit entre guillemets à l'échec, il faut y aller, tu vois, il faut vraiment casser ces frontières, ces habitudes. Moi j'ai le souvenir en première, en classe de première, notre prof principale du coup de SES, elle avait fait intervenir en fait l'un de ses anciens élèves qui avait intégré une école de commerce, tu vois, je sais plus laquelle, type, tu vois, Rennes, mais après un BTS, il a fait une passerelle de mémoire, hein, comme ça. Et puis du coup, il était venu témoigner. Et j'ai adoré en fait ce témoignage-là parce que finalement, nous, on a besoin d'avoir des mentors, quoi, en fait. On a besoin d'avoir des gens un peu en qui on va pouvoir s'identifier, tu vois. Et c'est ça un peu qui me manquait en tout cas à moi, et c'est sûrement le problème aussi de pas mal d'étudiants, de jeunes et tout, c'est qu'on a du mal un peu à s'identifier en certaines personnes. Et donc cette personne-là nous avait fait un bien fou parce qu'il était venu nous raconter comment ça se passait en école de commerce, la voie qu'il avait empruntée, mais on l'a pas fait assez, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai essayé de trouver des réponses du coup dans le cadre de mon orientation, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments pendant ton parcours où tu as rencontré certaines difficultés, qu'elles soient d'ordre scolaire, qu'elles soient d'ordre financier ou autre? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un défi majeur auquel tu as eu à faire face et comment tu y as répondu? Yes, moi, je dirais que j'ai pas eu spécialement de gros obstacles, tu vois, que ce soit financier. Je pense que le plus gros obstacle c'était vraiment en fait l'accès à l'information, en fait, finalement, parce que pareil, quand j'arrive en école de commerce, tu vois, t'es un peu noyé dans toutes les infos. Déjà tu déménages, tu pars du cocon familial, t'arrives bon à Grenoble, hein, c'est pas bien loin, mais même faut que t'apprennes à tout faire, tu vois, bon, que ce soit la cuisine, que ce soit à avoir de nouveaux amis, aller en cours, etc. Et tu vois, par exemple, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise regarde, fais voilà les possibilités dans cette école-là, les échanges que tu vas pouvoir faire à l'étranger. J'en ai pas fait, tu vois, alors que ça c'est l'un de mes regrets, tu vois. Je serais bien allé à l'étranger pour rencontrer de nouvelles personnes, être au contact de nouvelles cultures. Après, je pense que voilà le plus gros obstacle c'était celui-ci, quoi. Tu vois, d'un point de vue financier, moi mes parents ils m'ont toujours fait comprendre que ils me soutenaient, que tu vois ils m'ont apporté tant du soutien moral que financier. J'ai aussi bossé, tu vois, les étés autant que je pouvais pour essayer de financer telle ou telle chose, mes activités, etc. Mais non, encore une fois, je dois tout à mes parents. C'est là où c'est à eux qu'il faut redonner du coup tout le crédit, quoi. Tu vois, c'est eux qui t'apportent en fait cette stabilité. Sans eux, c'est compliqué. Alors tes parents ou ton environnement familial, c'est eux qui t'apportent justement cette confiance. En fait, le but, c'est comment est-ce que tu vas donner confiance à ton enfant justement pour qu'il puisse réussir ses études d'un point de vue perso, pro, etc., quoi. On comprend bien que le rôle de tes parents était fondamental dans ton évolution, enfin pour la construction de ton parcours professionnel et dans ta réussite à l'école aussi. Est-ce que ça a été un effort difficile de la part de tes parents de te soutenir dans tes études? Alors non, à mon niveau en tout cas, de mon point de vue. Alors après, je sais pas comment ça s'est passé de leur côté, tu vois, mais ils m'ont jamais fait sentir que j'étais entre guillemets, alors pas un poids hein, évidemment, mais ils m'ont toujours montré du soutien, ils m'ont toujours encouragé, tu vois, vraiment. Alors après, je sais pas quelle était leur situation, tu vois, perso, financière, X ou Y.
mais j'ai senti que je passais toujours au premier plan, tu vois, et c'est ça qui est important. Ça m'a donné confiance en moi, j'ai eu confiance en ma famille, et aujourd'hui j'ai bien envie de leur rendre, tu vois, en les rendant fiers, en leur montrant que ces efforts-là, ça compte, tu vois. Moi aujourd'hui, du coup, je te disais que j'ai une petite fille, mais ça va être pareil, tu vois. Je comprends justement leur attitude, parce que maintenant je suis un peu pareil. J'essaye de lui transmettre, bon, elle est encore un petit peu jeune, mais de lui transmettre le maximum de choses, parce que je crois justement en cette transmission, tu vois, ce lien parental, fraternel, qui tu veux justement, qui est familial tout simplement, ou amical, qui va te donner le boost, tu vois, la force pour y arriver. Donc non, moi, mes parents, je les ai toujours sentis derrière moi, encourageants toutes mes activités et mes projets, quoi. Est-ce que tu as eu à faire face à des obstacles dans le milieu professionnel? Ouais, des obstacles, il y en a toujours alors moi je suis encore j'ai une jeune carrière, hein. On est sorti de l'école il y a 5 ans, 5-6 ans. Ouais, il y a 6 ans, et en fait les obstacles ils sont toujours présents, tu vois. Finalement l'univers professionnel n'est autre que le reflet de la société, tu vois, dans lequel on vit. Donc tu vas te faire des amis, tu vas te faire des gens avec qui tu es peut-être moins à l'aise d'échanger, mais tu dois quand même collaborer avec eux. Tu dois faire en sorte d'avoir cet esprit d'équipe qui va faire en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs pro, perso. Il faut savoir évoluer avec les différents managers, directeurs, la direction, comme avec tes collègues, les collègues de ton équipe. Donc en fait, moi je retrouve exactement l'environnement, on va dire, de l'école, de la rue. On la retrouve évidemment dans le cadre pro. Des obstacles, oui, il y en a, parce que déjà d'un point de vue au niveau de mon métier, donc en tant que commercial, mon objectif majeur c'est faire mon chiffre d'affaires. Tu vois, donc atteindre le chiffre d'affaires qui m'est donné en début d'année. Donc ça, c'est le premier obstacle, c'est comment est-ce que je vais réussir à le faire. Donc tu planifies ton année et tu vois comment est-ce que tu vas faire atteindre cet objectif-là. Et évidemment qu'il y a des obstacles. Alors déjà, je pense que la crise du Covid, ça a mis un coup à pas mal d'entreprises. Et on a redistribué les cartes, redéfini les codes pour travailler à distance, moins avoir de clients, mais toujours s'adapter. En fait, finalement, c'est que de l'adaptation. Les obstacles, on est là pour les surpasser, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu composes avec toutes ces parties de toi. Donc, Algérie, Vietnam, les racines à Djibouti, la Bretagne, Choisy-le-Roi. Yes. Déjà, ça m'a ouvert l'esprit. Déjà, ça m'a ouvert l'appétit, hein. Évidemment, je suis plutôt gourmand, tu vois, donc c'est ce mix de culture. Bon, tu dois le savoir, mais ça te permet déjà d'aller à la rencontre de plein de gens, de tester plein de choses, de voyager aussi, évidemment. Moi, j'invite tout le monde à essayer de voyager au maximum, en fonction évidemment de ses priorités, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui, déjà, j'ai passé du temps au Vietnam, enfin plusieurs voyages, en Algérie aussi, partout aussi dans le monde où j'ai essayé vraiment de voyager pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, parce que moi je m'identifie pas en tant que, tu vois, vietnamien, algérien, français, breton, ce que tu veux, vraiment en tant qu'une personne qui est là pour apprendre. Et ces différentes origines m'ont permis évidemment d'essayer de briser les codes, quoi, tu vois, d'aller à la rencontre d'autrui, essayer de casser justement ces murs et ces œillères, essayer de les retirer justement pour faire en sorte que tout le monde puisse échanger. Donc comme je te disais tout à l'heure en introduction, mais je suis un peu le lien et le liant, tu vois, au sein de mes groupes d'amis, dans le monde pro. Moi j'aime bien faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, se sente confortable justement avec qui ils sont, tu vois, peu importe ton orientation, peu importe tes origines, peu importe l'âge que tu as. Aujourd'hui, tu vois, on est tous des êtres humains, on a des choses à s'apporter mutuellement, et c'est vrai que ces origines-là m'ont ouvert l'esprit. Un truc. Moi, j'ai une petite histoire encore, tu vois. La première fois que je vais au Vietnam avec donc ma mère, on part que tous les deux. J'ai 9 ans, et donc évidemment, on voit la misère sociale là-bas, hein, qui est pas la misère qu'on connaît en France, mais moi à 9 ans, j'y vais avec mes yeux d'un petit garçon. Et puis je joue avec un petit garçon, tu vois, dans la rue et tout, il ramassait des canettes, tu vois. Et donc ça m'avait marqué quand je suis rentré en France, tu vois, je disais à ma mère, c'est bon, maintenant je veux plus de cadeaux de Noël, tu vois, je veux plus de cadeaux de l'Aïd, de trucs, etc. Et je lui ai dit plus tard, là, je lui ai dit en fait c'était ton meilleur investissement, parce que ça j'ai plus rien demandé, tu vois, d'un point de vue matériel à mes parents, tu vois. Donc ce billet d'avion qu'elle m'a payé, ce voyage,
c'était vraiment le meilleur investissement pour elle, tu vois, bon, en plaisantant, dans le sens où ouais, en fait la réalité elle est là, quoi, tu vois, dans les voyages. C'est là où tu te rends compte de la chance qu'on a, la richesse qu'on obtient, et surtout à ce côté où il faut échanger entre tous, quoi. C'est un bon conseil pour les parents. Grave. Emmenez vos enfants dans des pays où on vit beaucoup moins bien qu'en France. C'est clair. Ok. C'est très marrant ça. Et puis si on n'a pas si on peut pas se permettre d'aller jusqu'au Vietnam, jusqu'à Djibouti ou même jusqu'en Algérie, la Bretagne, c'est pas très loin. Paimpol, c'est très accessible et c'est très sympa. Je fais un petit peu de la pub pour Paimpol. Pour les régions. Ouais, c'est les ça. territoires. Nos régions. C'est quoi ton rêve aujourd'hui, Yanis? Waouh. Perso ou tu veux dire à mon niveau, peu importe. N'importe, ouais. C'est toi qui choisis. Bon, mon rêve déjà, tu vois, ça serait qu'on vive dans une société où il y a plus de guerre, tu vois, où il y a plus de où les gens puissent manger à leur faim, vraiment, où les gens soient heureux, tu vois, même plus que mon rêve à moi au niveau perso. Moi, peu importe, mais c'est vraiment qu'on arrête. Alors c'est un idéal, hein, c'est une utopie, je sais très bien, mais c'est vrai que souvent, tu vois, j'y pense, je me dis, mais mon rêve, ça serait que, je sais pas, qu'on redistribue aussi un peu, tu vois, les richesses, qu'on revienne à un équilibre, que chacun puisse enfin, tu vois, s'émanciper, et, se faire plaisir et répondre à ses attentes, quoi, tu vois. Donc ouais, mon rêve au niveau du monde, ça serait tu vois, qu'il y ait plus de guerre, qu'il y ait plus de conflits, que tout le monde puisse manger à sa faim, ça c'est une priorité, tu vois. Et si on est un tout petit peu égoïste, c'est quoi ton rêve perso? Moi, mon rêve perso, ça serait là de faire le tour du monde, tu vois, de faire le tour du monde, de pouvoir bosser à distance de n'importe quel endroit, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles langues. Tu vois, ça, franchement, j'aimerais bien apprendre l'italien, apprendre l'arabe aussi, tu vois, vraiment repartir sur les bases. Et puis plus si affinité, mais ouais, franchement, j'aimerais beaucoup voyager, m'installer plusieurs années, plusieurs mois, je sais pas, à Singapour, en Amérique latine, où tu veux, en Asie. Bon, pour l'instant, les frontières elles sont un peu fermées là, mais ou les États-Unis aussi, bah, tu vois, fan de basket, forcément, les États-Unis c'est un peu aussi l'endroit rêvé, tu vois, pour aller pour rester au contact justement de ce sport-là, quoi. Je pense que je m'y plairais bien. Et d'ailleurs, t'as appris le vietnamien? Non, j'ai fait du sport, donc du kung-fu vietnamien quand j'étais petit, donc on apprenait un peu, tu vois, comment compter, parce qu'il fallait répéter les mouvements, etc. Lors de mes voyages, bon, on apprenait quelques mots, mais non, c'est vrai que ma mère non plus ne parle pas. Son père, il est parti assez tôt, tu vois, donc il lui a pas transmis en fait ce savoir-là. C'est dommage, hein. Mais bon, aujourd'hui, j'avoue que ça a l'air très complexe, quoi, très compliqué. Donc je sais pas, mais ouais, très belle langue. D'accord. Est-ce que t'aurais un livre à nous recommander, ou une chanson ou une citation pour redonner un peu la motive? Yes. Du coup là récemment j'ai lu le livre qui s'appelle donc Miracle Morning, qui est en fait une méthode qui vient d'un Américain qui en gros explique que chaque matin, donc il recommande du coup de se coucher tôt, tu vois, la veille, pour se lever tôt le matin, avant 7h du matin, et en fait dédier une demi-heure, 1 heure, en tout cas prendre vraiment le temps avant que ta journée commence pour la dédier à une activité qui te tient à cœur, que ce soit du yoga, de la réflexion, de la méditation, de la prière, du sport évidemment, de la lecture, vraiment quelque chose qui va en fait te mettre dans les bonnes conditions pour que ta journée se passe bien. Et en lisant ce livre, ça déjà c'est une méthode que genre j'essaie d'appliquer à mon niveau, mais c'est vrai que c'est dur, hein, de se lever tôt, en tout cas plus tôt que d'habitude, mais vraiment pour la commencer du mieux que possible, quoi. Alors je sais pas, peut-être que t'as envie de cuisiner quelque chose de différent, tu veux prendre du temps pour lire un livre, faire du yoga, ou juste sortir, prendre l'air.
avant que ta journée, parce qu'on sait très bien que la journée, elle est super busy, super chargée. Et en fait, ouais, ce livre-là, il est top, tu vois, dans le sens où ça te donne une conduite de vie. Et ouais, et puis une deuxième chose, tout à l'heure tu parlais d'une chanson, je sais pas si tu sais, là sur les réseaux sociaux, là il y a un gars qui danse là sur la chanson là Friday, tu sais, il dit aujourd'hui on est vendredi, donc il dit It's Friday. Tu la mettras la mienne, mais je sais pas si tu vois la chanson. J'ai pas les droits, mais ouais. Je la mettrais peut-être sur Insta ou quoi. Yes. Non, mais en fait juste pour revenir sur le livre, le gars qui a écrit cette méthode, en fait, il bossait la tête dans le guidon, tu vois, dans son job, il arrêtait pas, il avait la dernière voiture, sa copine, etc. Enfin, la super maison, etc. Mais il a eu un accident du jour au lendemain. Il s'est rendu compte qu'en fait, la vie, elle ne tient qu'à un fil, qu'il faut profiter. Et il s'est dit, mais je donne mon temps en fait à quelque chose qui me plaît pas forcément. Il est temps de, tu vois, de vraiment de s'orienter, de s'instruire et de faire quelque chose qui te plaît, quoi. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est en fait il faut faire les efforts et pour savoir en fait pour savoir déjà qui on est, tu vois, qui on est en priorité, pour après savoir ce qu'on veut faire, quoi. Waouh. Merci pour la reco, Yanis. J'ai pas lu le bouquin et j'ai plus le nom de l'auteur en tête. Je mettrai les infos dans la description. Je me souviens juste avoir entendu une interview de ce mec et il a une vie de malade. Vraiment. Ouais. Genre, ouais, comme tu décris, il a eu un accident de voiture hyper grave. Je crois que c'est un accident de voiture. Ouais. Et je crois qu'après ça, il s'en est remis. Et je crois qu'après ça, il a eu un cancer ou en tout cas une maladie très grave aussi. Et le mec s'est relevé de ça avec un mental, enfin une force c'est dingue. Surhumaine, quoi. Vraiment, c'est un exemple vraiment. Je pense qu'en termes de motivation et de capacité à se relever de plus bas enfin se relever du fond, c'est impressionnant vraiment. Donc ouais, allez voir ce qu'il fait, même si j'ai pas retenu son nom. Pour finir cet entretien avec toi, avec du recul, qu'est-ce que tu dirais au jeune Yanis? Ça serait ou à ta petite fille maintenant, vu que toi t'as cette chance d'avoir un enfant. C'est soit pour ton ancien toi, soit pour ton nouveau toi. Waouh, déjà, mon ancien moi, je lui dirais, pars, tu vois, éclate-toi, profite, instruis-toi aussi, va chercher l'information plutôt que d'attendre, entre guillemets, qu'elle arrive. Essaye de trouver des modèles, tu vois, au travers de tes parents, peut-être ton père, ta mère, etc. Essaye de briser ces codes-là. Rends-toi utile aussi. Utile, pas seulement pour toi, mais pour la société. Et surtout, en fait, si toi tu bouges pas, si tu fais pas les efforts, personne le fera pour toi. Donc moi ça serait se donner une ligne de conduite et d'y aller, de voyager aussi à fond. Essaye de, tu vois, je sais pas, plutôt que de t'acheter la dernière paire ou la dernière PlayStation, tu peux mettre cet argent-là dans un billet d'avion pour aller passer une semaine, un week-end ou X mois, tu vois, dans tel ou tel endroit. Et ça serait ça, ouais, vraiment. Va casser les codes, quoi. Il faut enfoncer les portes parce que finalement, personne ne le fera à ta place. C'est très juste, très juste. Ça me rappelle une chanson de... Défoncer les portes, enfin, enfoncer les portes, ça me rappelle L'avenir est à nous, d'ailleurs, dont on a parlé avec Awa. C'est vrai, L'avenir est à nous, je pense que c'est vraiment la chanson emblématique. On pourrait la citer à chaque épisode. Est-ce que t'as un message peut-être pour ton mini-toi? Ouais, éclate-toi, mange bien, fais beaucoup de sport et surtout intéresse-toi aux autres. Ouvre ton esprit, tu vois. Vas-y, quoi. Prends ton passe Navigo et va à la rencontre des gens qui sont autour de toi, tu vois. Il faut aller vers l'autre plutôt que d'attendre que l'autre vienne vers toi, quoi. T'as raison. En vrai, même pas besoin d'un billet d'avion avec un pass Navigo. C'est moins cher, ouais. C'est moins cher et on peut faire de belles découvertes. Merci beaucoup, Yanis. Yes. Merci, Lamia. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir que tu lâches une note et un commentaire pour le podcast sur Apple Podcast et Spotify. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire vivre ce projet.
Pour continuer à suivre les pas de Yanis, je t'invite à le retrouver sur LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, comme d'hab, pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram et TikTok @l'escalierpodcast si t'as des questions ou un super-héros à recommander. Et surtout, reste bien motivé et continue de monter.